de septembre 2017 à novembre 2019, avant le début de l'opération Scorpion. Vous et votre groupe comme des fossoyeurs et saboteurs de la République. Qu'avez-vous à répondre à ces qualificatifs? Déjà, ce sont des qualificatifs qui sont mensongers et qui sont dénués de toute réalité. Euh, j'ai bien entendu aussi ces qualificatifs, mais j'ai envie de dire que pendant 2 ans et demi, nous avons été en responsabilité. Pendant ces 2 ans et demi, nous avons bien évidemment mené des réformes. Hein. Chacun se souviendra que c'est pendant cette période-là que le gouvernement a été ramené à 18 personnes, que c'est pendant cette période-là que le personnel nommé de la présidence a été réduit de près de 40%, pour montrer l'exemple. Pour réduire le train de vie de l'État. C'est pendant cette période-là que la taille des cabinets ministériels ont été réduits. C'est pendant cette période-là aussi que nous avons mené des actions pour préserver l'intérêt général et les intérêts des Gabonaises et des Gabonais, notamment en entamant la réquisition d'usage de la Société d'eau et d'énergie du Gabon parce que le service se dégradait. Donc on a mené des réformes. Tout n'était pas parfait, mais c'est quand même assez difficile de comprendre, et je pense que chaque Gabonais peut comprendre que des personnes qui ont été en responsabilité pendant 2 ans et demi seraient accusées de tous les maux de ce pays, et ce, par des personnes qui ont été pendant des dizaines d'années au gouvernement, qui, eux, n'auraient rien fait, pour le coup, seraient plus des victimes, alors qu'ils ont siégé régulièrement dans les conseils des ministres, et on ne les a pas entendus dire quoi que ce soit. Donc c'est trop facile de jeter l'anathème sur un groupe de personnes, d'autant plus que ce groupe de personnes, il faut bien que les uns les autres l'aient à l'esprit. Nous étions combattus très fortement par les éléments les plus radicaux du système, et notamment par ceux que j'ai appelés les actionnaires du statu quo. C'est-à-dire tous ceux à qui profitait le fait que le Gabon ne change pas, que les attentes et les besoins des Gabonais ne soient pas pris en charge. Nous avons emmené une nouvelle façon de faire. Nous avons fait en sorte qu'il y ait un renouvellement des personnalités qui sont en responsabilité dans l'espace public de manière exceptionnelle sur toute la période. Donc je pense que, bien évidemment, toute œuvre humaine n'est pas parfaite, mais on peut aussi dire que nous avons été une force de changement, que nous avons apporté des choses. Moi, je le dis souvent aussi, si on prend les élections, en 2016, il y a eu des élections qui ont été contestées. En 2023, il y a eu des élections qui ont été contestées. Nous avons participé à organiser des élections législatives et municipales en 2018. Il n'y a pas eu de contestation. Donc ça veut dire qu'on a fait les choses d'une certaine façon, avec du cœur, avec de la proximité, avec la volonté de résoudre les choses. Maintenant, bien évidemment, il y avait des forces d'inertie, des rentiers de l'immobilisme. Et ces rentiers de l'immobilisme, pour certains, ils sont encore là, à essayer de jouer les prolongations. Voilà, pourquoi est-ce que nous, on serait les comptables de cette période-là, alors que nous avons été sur la période, sur les 14 années qu'a duré, j'ai envie de dire, le règne du précédent président, nous avons été pendant 2 ans et demi des éléments de changement, des changements positifs. Et les Gabonais le savent. Ils voyaient ce que nous faisions, et ce que nous faisions pour eux, notamment pour les jeunes, notamment pour les personnes dans les quartiers défavorisés, en province, comme dans les capitales. Donc, nous nous sommes battus pour eux. Maintenant, il y avait un système. Voilà. Quand on évoque votre nom, la première expression qui revient et à laquelle on vous associe, c'est la fatigue sévère. Certains vous appellent même le père de la fatigue sévère. Finalement, qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Alors, c'est vrai que cette expression m'a souvent collé à la peau. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Au moment où le président de la République de l'époque, Ali Bongo Ondimba, a un accident vasculaire cérébral à Riyad, en octobre 2018. Quand nous rentrons à Libreville, la rumeur est déjà là. Certains susurrent même, murmurent même qu'il serait mort, et donc cette rumeur prend de l'ampleur.
Et moi, en tant que porte-parole et responsable de la communication présidentielle, on a la responsabilité de communiquer. Mais on communique sur la base des informations disponibles. Il s'agit quand même de la santé d'un chef d'État. Ce n'est pas une matière que l'on peut traiter à la légère. Alors, il y a aussi l'état du pays, le moral du pays. Il y a aussi les pays amis qui nous regardent. Et donc, j'ai utilisé ce qui était à ma disposition, les informations qui étaient à ma disposition, et donc j'ai utilisé cette formule. Alors bon, certains peuvent la trouver maladroite, je m'en excuse, mais en tout cas, j'ai fait avec les informations que j'avais à ce moment-là. D'ailleurs, quelques jours plus tard, dès que nous avons eu plus d'informations de l'équipe médicale, j'ai refait une conférence de presse, une déclaration de presse dans laquelle j'ai apporté un peu plus de précision médicale. Alors bon, c'est ce qui est resté à la postérité, mais en tout cas, voilà un petit peu comment ça s'est déroulé. Vous avez passé 4 ans et demi à Gros Bouquet. Comment ça s'est passé? Racontez-nous en quelques mots comment c'était. Bah, c'est la prison. Hein. La prison, c'est pas un lieu facile, c'est un lieu de difficulté, un lieu de solitude. Chacun pourrait imaginer, ça a été très difficile, passer de longues périodes d'isolement, plus de 2 ans et demi à l'isolement, et puis des conditions, les conditions carcérales, qui sont des conditions sur lesquelles il y a encore beaucoup de choses à faire pour rendre tout cela plus humain, parce que ce sont des hommes, des jeunes hommes la plupart du temps, qui sont là-bas, et ça a été très difficile. Maintenant, j'ai pas envie non plus de m'apitoyer en permanence sur mon sort. Hein. Comme je l'ai dit, je rends grâce à Dieu d'être sorti de là, mais ça a été un moment difficile, difficile pour moi, difficile pour ma famille, et je ne le souhaite même pas à mon pays. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les autres membres de la GEV qui ont été en prison avec vous? Cette expérience nous a liés d'une certaine façon. Il y aura toujours un lien entre nous. Parce qu'on a été liés par cette difficulté, liés par ça. On a des rapports avec certains, on s'échange des messages pour savoir principalement comment ça va. Voilà. Maintenant, la vie reprend son cours et on essaye tous, je pense, chacun, de se reconstruire, d'avancer dans nos vies respectives et aussi de profiter de nos proches que l'on a retrouvés. Le Gabon est entré dans une transition depuis le 30 août, qui devrait se terminer avec l'élection présidentielle prévue le 12 avril. Quel regard jetez-vous sur la période actuelle et sur les différentes réformes que sont la nouvelle constitution et le nouveau code électoral? Déjà, il faut partir d'un constat. Avant le 30 août, chaque Gabonais a pu le constater, on était face à un système arrivé en bout de course, à bout de souffle. Il y avait cette crise de représentativité, cette distance qui s'était installée entre les gouvernants et les Gabonais. Il y avait vraiment la volonté de passer à autre chose. Et de ce point de vue-là, les événements du 30 août sont arrivés comme une libération et aussi comme la naissance d'un nouvel espoir, avec de nouvelles attentes, plus de liberté, plus de légitimité, plus d'efficacité, plus de proximité aussi avec les Gabonais. Donc cette période de transition, elle a en elle ces germes-là. Ce sont les germes de l'espoir, c'est les germes des attentes que les Gabonais espèrent voir se réaliser. Maintenant, c'est un processus. C'est un processus par définition transitoire. Et c'est un processus qui arrivera à son terme après l'élection présidentielle. Et donc je pense qu'il est important d'attendre la fin de ce processus pour véritablement jeter un regard rétrospectif complet sur cette période-là. Maintenant, pour ce qu'il en est de la Constitution, est-ce que les Gabonais n'avaient pas envie que l'on change? Que l'on change tout quasiment
du sol au plafond? La réponse est oui. Est-ce qu'il ne fallait pas restaurer et réformer ce cadre? Cette attente, elle est là, elle est manifeste. Ils l'ont exprimée très largement. La loi électorale, alors oui, est-ce qu'il fallait changer les règles du jeu pour qu'elles soient plus équitables? Sûrement. Mais là encore, c'est à l'épreuve des faits que chacun pourra mesurer l'efficacité, l'applicabilité, la pertinence de ces réformes, à la fois de la loi constitutionnelle et de la loi électorale. Donc attendons de voir. Merci. Après vos dernières sorties sur les réseaux sociaux, certains pensent que vous avez des ambitions présidentielles et que vous serez candidat à la prochaine élection. Finalement, qu'en est-il? J'ai surtout l'ambition de mettre un certain nombre de sujets, un certain nombre d'idées sur la place publique pour que les Gabonais puissent en débattre, parce qu'il y a des sujets qui les préoccupent quotidiennement, dans leur vie de tous les jours, et ça c'est très important. Je pense aussi qu'il est possible et il est nécessaire de faire campagne pour que les préoccupations légitimes des Gabonais soient prises en compte. Maintenant, non, je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle. Mais je pense qu'il y a nécessité de se mobiliser et de s'engager pour que un certain nombre de sujets soient clairement débattus et que les propositions qui vont être mises devant les Gabonais ne puissent venir de partout et pas simplement du personnel engagé dans la présidentielle. Mais vraiment, en tant qu'acteur politique, il est impossible de faire l'impasse sur cette échéance majeure et il faut s'en servir pour que ce soit utile aux Gabonais et aux Gabonaises. Vous avez dit que vous alliez vous engager politiquement et directement en politique. En quelque sorte, vous pourriez nous dire comment? Alors, je pense que pour s'engager en politique, le mieux encore, c'est d'être membre d'un parti politique. Je l'avais dit au moment où j'ai quitté l'ancienne formation dans laquelle j'étais affilié, en disant que je voulais donner un nouvel élan, une nouvelle trajectoire à mon engagement public et politique. Et donc, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Donc, dans les tout prochains jours, j'annoncerai dans quelle formation politique je m'engagerai et avec quel projet, quelle vision et quel idéal je vais me battre et m'engager au service de mes concitoyens et de mes compatriotes. Quelle est votre idée du Gabon de demain et quelles sont les priorités selon vous? Les priorités, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on le voit, hein, les Gabonais sont en proie à de nombreuses difficultés. Il y a quasiment tellement de choses à faire dans tous les compartiments de la vie. Mais enfin, je pense qu'on peut l'articuler autour d'un certain nombre de priorités. Donc, peut-être en numéro 1, il nous faut une société qui crée plus d'opportunités. Une société qui crée plus d'opportunités, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faudra réformer notre économie pour que notre économie crée plus d'opportunités d'entreprendre, crée plus d'opportunités pour créer des emplois notamment pour les jeunes. Et ça passe par une refonte en profondeur de notre économie en faisant davantage confiance à l'initiative privée, davantage confiance à l'entreprise. Et restaurer la confiance dans l'entreprise, c'est restaurer le moral de notre économie aussi. Donc, c'est très important pour nous. Corrélativement aussi, il y a la question de la formation professionnelle et de la réforme de notre système éducatif. Parce que si on veut que nos enfants, les jeunes qui sont aujourd'hui, puissent trouver des emplois, il faut qu'ils soient bien éduqués et bien formés. Et que surtout, ils soient formés dans des métiers qui soient utiles et des métiers de demain, pas les métiers d'hier. Donc, vraiment, je pense que c'est fondamental qu'il y ait ça. Ensuite, il faut aussi que ce soit une société où il y ait plus d'équité. Plus d'équité, c'est-à-dire que l'on puisse mettre au goût du jour le fait qu'on a besoin de mettre plus de capital public là où il y a moins de capital social. Ça veut dire aussi qu'on a besoin fondamentalement de se battre pour que les questions de l'abandon social soient prises en charge, les questions de ce qui va se passer pour les générations futures soient prises en charge. Il faut aussi se soucier de la question des retraites, qui sont des questions fondamentales, finalement, quand on y repense, parce que comment penser
l'avenir sans penser que les jeunes qui sont là aujourd'hui deviendront des actifs et après-demain seront des retraités. Donc c'est notre avenir à tous également. Ensuite, il y a aussi la question de la gouvernance qui, à l'évidence, fait débat. La question, c'est comment rapprocher les citoyens de la prise de décision. Eh bien, ça passe par plus de décentralisation, par la mise en œuvre de ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que c'est celui qui est le plus proche du terrain qui a raison. Et puis, la nécessaire redevabilité, c'est-à-dire que l'on doit rendre des comptes. En résumé, sur cette question-là de la gouvernance, il faut mieux d'État. Pas plus d'État, il faut mieux d'État. Et puis, il y a un dernier sujet qui est là, qui est brûlant, c'est le sujet de la dette. Si on veut qu'il y ait mieux d'État, il faut que notre État soit délesté du lourd fardeau de la dette. Et donc, pour cela, on doit se fixer comme objectif celui d'avoir zéro dette et d'avoir de l'excédent pour se dégager des marges de manœuvre budgétaires pour faire en sorte que l'État soit là où on a le plus besoin de lui. D'autres pays l'ont fait. On doit être ambitieux, on doit avoir cette ambition-là.